Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de divorce et de pension alimentaire au travers de ce documentaire société Divorce, quand tous les coups sont permis. Ce documentaire relate des cas divers d'affaires de divorce et de paiement de pension alimentaire que je souhaitais vous analyser et vous décrypter avec mon regard. Il faut savoir que 95% des pensions alimentaires sont payées par les hommes et 5% sont payées par les femmes. Donc cela concerne majoritairement des hommes. Les femmes sont vraiment des cas exceptionnels, hein. Dans les cas où la femme gagne plus d'argent que l'homme, c'est toujours le partenaire qui gagne le mieux sa vie ou gagne le plus d'argent qui paye la pension alimentaire à l'autre. Donc dans ce documentaire notamment, vous verrez l'histoire de Valérie qui est partie vivre en Martinique et qui a quitté son mari et qui doit lui payer parce qu'elle est plus aisée. Elle a hérité plusieurs magasins de son père et qui doit lui payer 900 euros de pension alimentaire. Et, cas surprenant, elle veut renégocier cette pension alimentaire. Pour ceux qui pensent qu'il n'y a que les hommes qui ne sont pas d'accord ou qui trouvent le système de pension alimentaire injuste, eh bien les femmes aussi. Ne croyez pas que ce ne sont ces créatures uniquement aimantes qui ne s'intéressent pas à l'argent. Eh bien Valérie veut renégocier cette pension pour donner moins d'argent à ses filles. Et vous regarderez la réaction de l'avocat, minute 26-50, qui dit que cette demande n'est pas justifiée parce que, un, Valérie a fait le choix elle-même d'aller vivre en Martinique, rien ne l'obligeait d'aller vivre aussi loin. Elle a la garde des enfants que pendant les vacances, hein, donc le mari s'en occupe tout le temps. Vous imaginez bien qu'on ne va pas les envoyer en Martinique une semaine sur deux. Les enfants vivent en métropole chez leur père et ils s'en occupent constamment, à plein temps, mis à part les vacances où elles vont rejoindre leur mère. Et elle a absolument les moyens de la payer, hein. Je le rappelle, elle a plusieurs magasins hérités de son père et elle n'est pas dans la misère, même si c'est ce qu'elle a envie de nous faire croire. Et elle est allée rejoindre son Apollon, son nouvel homme, ce brun ténébreux qui vit avec elle maintenant en Martinique, hein. Donc elle passe du bon temps, elle va à la plage et il n'y a pas du tout, il n'y a rien qui nous donne l'impression qu'elle soit dans la misère. Donc voilà, mais cela illustre, alors je ne suis pas avocat, je ne suis pas juge, hein, je ne suis pas là pour dire qu'elle doit ou pas renégocier sa pension, mais c'est un exemple excellent ou un très bon exemple qui montre que face à la pension alimentaire, quand il s'agit de payer, quand il s'agit de cracher l'argent, hommes et femmes sont égaux. Parce que on reproche souvent aux hommes de vouloir négocier leur pension alimentaire. Ah, les hommes, ils ne veulent pas payer, c'est des salauds qui quittent leurs femmes, qui ne veulent pas contribuer au bien-être de leurs enfants. Eh bien non, quand une femme se retrouve dans la même condition, eh bien je vous garantis qu'elle réagira de la même façon. C'est juste qu'elles ne sont que 5% à payer une pension alimentaire, donc c'est presque epsilon comparé aux 95% d'hommes qui la payent. Dans le deuxième cas de ce documentaire, vous verrez Fabrice, 36 ans, qui gagne 1800 euros et qui paye 300 euros de pension alimentaire à sa femme. Donc minute 16, 57, minute 16 secondes 57, Fabrice qui a la garde alternée de ses enfants, c'est-à-dire que la mère les a une semaine et lui les a une semaine. Donc il les garde pratiquement à moitié, à temps égal, hein, 6 mois dans l'année, 6 mois dans l'année. Donc Fabrice, à juste titre, se dit, si je les garde la moitié du temps, donc un jour sur deux, et que pendant ce temps où je les garde, je paye la cantine, je paye les vêtements, je paye la nourriture, je paye les sorties, pourquoi devrais-je en plus payer une pension alimentaire à la mère, une pension alimentaire de 300 euros à la mère? Ça se comprendrait si la mère les gardait tout le temps et que lui ne les avait qu'une semaine sur deux. On comprendrait qu'une semaine sur deux, ce qu'il doit dépenser, c'est pas énorme. Mais là, il les garde un jour sur deux, pratiquement, la moitié de l'année. Donc en plus de toutes les dépenses qu'il a pour gérer ses enfants, la moitié du temps, en plus de son loyer, eh bien, il doit payer 300 euros de pension alimentaire à sa femme. Et Fabrice est dans une détresse terrible parce qu'il doit
aller chercher de l'aide chez ses parents qui habitent à la campagne et qui lui donnent un peu de lait, des œufs. Il a du mal à finir le mois, vous imaginez, avec des enfants et 1 500 € de reste à vivre après avoir payé la pension alimentaire. Donc Fabrice est en train d'essayer de renégocier dans ce documentaire cette pension parce qu'elle est injuste. Elle est injuste. Hein. J'aurais pas rechigné si la mère les avait tout le temps et que lui les avait une semaine sur deux. Mais là, il les a, en plus de les avoir, de les emmener à l'école, de leur payer la cantine, donc tout ce que j'avais mentionné avant, il paye 300 € de pension alimentaire par mois. Donc injustice. Et donc Fabrice est en train de tenter de renégocier sa pension alimentaire et il est en détresse financièrement. Il a la chance d'avoir ses parents qui l'aident et vous le verrez en larmes dans une des séquences de ce documentaire. Et bien sûr, l'État s'en mêle. La CAF s'en mêle. À la minute 33:20, donc 33 minutes et 20 secondes, vous verrez comment la CAF essaye de traquer les pères qui ne payent pas leur pension alimentaire. Et vous verrez un entretien téléphonique ou un agent de la CAF, donc encore une fois, minute 33:20, qui appelle ce monsieur qui ne veut pas payer. Et le monsieur répond, ben, je gagne 1 000 € par mois et je paye 287 € par mois de pension alimentaire. Je peux pas. Comment voulez-vous que je vive? Expliquez-moi, comment voulez-vous que je vive? Donc la CAF fait des recherches, hein. Ça j'ai trouvé ça, je pense qu'il n'y a qu'en France qu'on fait ça, c'est euh, assez inquiétant. Donc la CAF va chercher, ils ont accès à tous vos dossiers, nom, prénom, adresse, employeur. Il n'y a que la banque qu'ils n'ont pas mentionné, mais ils ont absolument possibilité de chercher dans tous vos documents. Et ils ont effectivement trouvé que ce monsieur gagnait 1 100 € par mois. Donc il n'avait pas menti, alors il avait dit au téléphone 1 000 €, il se trouve que c'est 1 100 €. Mais bon, il n'a pas menti, hein, il ne gagne pas non plus 4 ou 5 000 €. Donc, et il paye 287 € de pension alimentaire. Donc imaginez s'il doit payer un loyer, donc sur les 1 100 €, hein, il doit lui rester quoi, 800 € une fois qu'il a payé les 287. 800 € payer un loyer et vivre, et en plus recevoir ses filles ou ses enfants une semaine sur deux, bah, je comprends qu'il n'arrive plus à payer. Hein. Et donc la CAF a décidé de ne pas... Bon, ils vont quand même continuer à le relancer, mais ils n'ont pas pu lui faire de saisie sur salaire. Parce que l'étape suivante, c'est ça. Voilà à quel point l'État s'est immersé dans les affaires personnelles. Donc si vous ne pouvez pas payer la pension, si vous refusez de la payer, l'État ou la CAF va appeler votre employeur pour lui demander de faire une saisie directe sur salaire. Et ça se fait beaucoup si vous travaillez dans la fonction publique, par exemple. Là, on vous saisira directement sur salaire. Dans le privé, c'est un peu plus difficile. Certains employeurs refusent de le faire. Et notamment, l'un des employeurs qu'ils ont contacté, toujours dans ce documentaire, a dit ça c'est pas mon problème, hein. Les histoires de divorce et de couple qui ont commencé il y a 20 ans, c'est pas à moi de les gérer, hein. Il dit, je le cite, je fais vivre 50 personnes, donc il a une entreprise, hein. Ils ont appelé le patron d'entreprise pour laquelle cet homme travaille. Il a dit je fais vivre 50 personnes, j'ai autre chose à faire et c'est pas à moi en plus de gérer les histoires de saisie sur salaire. Et on comprend en sous-titre qu'il n'a pas envie de dépouiller son salarié. C'est quelqu'un qui travaille pour lui, c'est quelqu'un qui doit faire du bon travail. Et vous imaginez les relations patron-employé, si les patrons commençaient à voler, à saisir directement sur salaire, vous avez votre bulletin de paye et votre patron vous tape 300 € en vous disant ben ça va à la CAF, c'est pour ta femme. Vous imaginez la relation au sein de l'entreprise que vous allez générer. Donc beaucoup de patrons, à raison, refusent de s'occuper de ça. Ce n'est pas leur problème, hein. Si j'avais à gérer ça dans mon entreprise, je ferais exactement la même chose. Ce n'est pas à moi de gérer les affaires de cul, les affaires de couple. Et ce n'est pas à l'État non plus. Je considère que ce n'est pas à l'État de s'en occuper. L'une des séquences les plus choquantes que je vous garderai
pour la fin, c'est l'histoire du jeune homme qu'on va appeler Édouard. Mais restez avec moi jusqu'au bout. C'est une histoire avec laquelle je conclurai ce podcast ou cette vidéo. Avant cela, je voulais vous donner un exemple qui illustre l'inégalité des hommes et des femmes et comment l'État privilégie grandement les femmes. Hein. Même si on dit qu'aujourd'hui, hommes et femmes sont égaux, ils ne sont pas égaux. Les femmes sont supérieures à l'homme dans la société féminisée et sont supérieures à l'homme face à la justice. Vous verrez au tout début, à la minute 6, le cas d'Isabelle, 41 ans, divorcée. Elle a été divorcée à l'amiable. Et donc, elle travaille maintenant, elle se lève très tôt le matin. Hein. Sur la montre, on voyait presque 5h30 du matin. Et elle fait plein de petits boulots, notamment femme de ménage dans une pharmacie de grande surface, où elle gagne 240 € par mois. Donc, elle fait ça à mi-temps, elle gagne 240 € par mois. Et quand j'ai vu le cas de cette femme, je me suis dit... Est-ce que c'est ça que les féministes vendent aux femmes? Est-ce que c'est ça que les féministes vendent à la femme du quotidien? Cette femme était mère au foyer avant de se retrouver dans cette situation. Et elle a dû se dire, oh, je veux me libérer, ça suffit. Le patriarcat, cet homme horrible qui me maintient à la maison. Moi, je veux vivre, je veux voir le monde et je veux m'épanouir. Donc, elle était mère au foyer. Et aujourd'hui, elle travaille dans une grande surface et elle cumule 3 emplois, notamment un emploi dans une cantine scolaire. Et donc ces 3 emplois où elle travaille de 6h du matin à 6h du soir, donc 12 heures, lui rapportent 1 200 €. Est-ce que, Isabelle, c'est vraiment une libération tout ça? Donc tu es sortie de l'autorité de ton mari, soi-disant, hein, qui... payer le loyer, qui s'occupait des charges de la maison, des enfants. Donc tu t'es affranchi de cet homme pour aller bosser pour le grand capital dans une grande surface en te levant à 6h du matin, à 41 ans, aller taper la serpillière dans une grande surface. C'est ça la libération des féministes. Et la majorité des femmes sont dans ce cas-là parce qu'elles ne gagnent pas beaucoup d'argent. Et une femme qui gagne 1400, 1300 €, 1500 €, allez, soyons fous, qui paye son loyer, qui paye ses dépenses, son maquillage, tout le bordel, il lui reste quoi à vivre? Raisonnablement, il lui reste quoi à vivre? Il lui reste 300 € à la fin du mois. L'argent de poche que lui donnait son mari devait être suffisamment ou bien plus élevé que ces 300 €. Parce que c'est de ça que se plaignent les femmes. On ne veut pas être sous l'autorité de l'homme patriarcal, on veut se libérer, nous on veut faire le tour du monde. Ben ouais, avec 1300 € par mois, tu ne feras pas beaucoup de tour du monde. Hein. Tu essaieras de faire peut-être 1/20 du globe. Ouais, tu feras Paris-Tunis. C'est tout ce que tu pourras te payer malheureusement. Donc voilà, ces rêves de liberté finissent en réalité, c'est ça la réalité des femmes, le rêve de liberté finit en tapant la serpillière dans une grande surface. C'est vers ça qu'elles vont toutes. Hein. Quand elles sont jeunes, elles peuvent encore se trouver un amant plus riche, quand elles peuvent toujours se caser avec un riche si elles sont assez séduisantes et assez intelligentes. Mais pour celles qui ont raté le coche et qui se sont fait avoir par le féminisme, la majorité d'entre elles se retrouvent à taper la serpillière dans les grandes surfaces. C'est ça la grande promesse du féminisme, c'est on vous affranchit de l'homme macho méchant et on vous offre au grand capital, on vous offre à Carrefour, Lidl et je ne sais quelle autre marque pour aller vous émanciper dans les centres commerciaux, pour aller faire du nettoyage dans les centres commerciaux. C'est ça l'émancipation de la femme aujourd'hui. L'autre chose, c'est que Isabelle, donc en gagnant 1 200 €, réclame une pension alimentaire à son mari. Son mari qui gagne le même salaire, qui gagne 1 200 € net par mois. Sauf que Isabelle étant une femme, donc elle bénéficie de 406 € d'allocation. Donc elle habite dans une résidence HLM. Et avec ces 406 € d'allocation, ne paye plus que 48 € de loyer. C'est ça qu'il faut dire aussi. Hein. Quand vous êtes une femme avec des enfants, vous avez beaucoup plus d'aide, beaucoup plus de chances d'être aidé qu'un homme. Donc, 1 200 € par mois
Et 48 euros de loyer, ben Isabelle, il te reste 1150 euros à vivre. Et je connais pas beaucoup de gens en France qui, une fois avoir payé leur loyer, leur reste 1150 euros de disponible à vivre. Et elle dit non, 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 je m'en sors pas, il faut qu'il me paye une pension alimentaire. C'est pas suffisant. Une fois que j'ai tout payé, il me reste plus que 200 euros. Mais tu fais quoi avec ce fric, Isabelle? T'en connais beaucoup de gens en France qui payent 48 euros de loyer? 48 euros de loyer, c'est même pas les charges que je paye. Tu payes moins en loyer intégral complet que ce que je paye en charge syndicale. Et tu veux que ton mari te verse une pension alimentaire, lui qui ne gagne que 1200 euros, donc admettons qu'il te donne 200 euros de pension alimentaire, donc il lui reste 1000 euros. Ton mari, forcément, n'a pas l'aide de l'État, n'a pas l'aide que tu as pour payer 48 euros de loyer par mois, donc lui, il doit se taper un loyer à, je sais pas, 500 euros, si tu es dans une petite ville et qu'il a pris un petit studio, et il lui reste 500 à vivre. Et avec ça, il va payer ses impôts, son électricité, sa bouffe, les filles qu'il va en plus garder une semaine sur deux. Tu veux le mettre à la rue, Isabelle. Quand tu dis je veux qu'il me paye une pension alimentaire, en fait, tu veux le mettre à la rue. Parce qu'un homme qui gagne 1200 euros, c'est déjà pas beaucoup, qui paye 200 euros de pension alimentaire et lui reste 1000, en fait, tu veux qu'il dorme sous les cartons. Après avoir payé ton loyer, il te reste 1150 euros à vivre. Après avoir payé son loyer, il doit lui rester 500 ou 400 euros à vivre. Donc, sois un peu raisonnable, Isabelle. Il y a un moment où, si tu as décidé de partir et de taper la serpillière, c'est ton choix. Je ne vais pas le commenter, je vais pas le dénigrer, c'est ton choix. Si tu te sens heureuse comme ça, après tout, c'est ton problème. Mais ne va pas chercher le pauvre mec qui gagne déjà difficilement sa vie pour lui gratter en plus 200 euros pour que tu puisses t'acheter des sacs et des chaussures, alors que lui, ces 200 euros, c'est crucial, c'est ce qu'il a besoin, il en a besoin pour vivre. À méditer. Et en dernier, et c'est ce qui m'a le plus choqué dans ce reportage, c'est extrêmement choquant, donc c'est le cas d'un homme ou d'un jeune homme, il n'a pas l'air très vieux, qu'on va appeler Édouard. Édouard, donc à la minute 39-46, a refusé de payer sa pension alimentaire après plusieurs relances et a écopé d'un an de prison ferme. Alors, je pensais que ça se passait qu'aux États-Unis, ces choses-là, ou que dans les pays anglo-saxons, mais apparemment ça arrive en France et vous pouvez écoper de la prison ferme si vous refusez de payer votre pension alimentaire. Donc un an de prison ferme. Et vous verrez dans ce documentaire comment la police le harcèle. Donc vous avez les policiers qui le traquent, qui ont essayé de le chercher d'adresse en adresse, et ils ont fini par le retrouver d'une façon extrêmement, extrêmement pathétique. Ils sont là en train de frapper à la porte, et derrière la porte, il y en a un qui se met à compter. Ouvre la porte, sinon on défonce la porte. Et il se met à compter 1, 2, 3... Et là, t'as Edouard qui ouvre la porte un peu sonné et qui dit qu'est-ce qui se passe. Et t'as la police qui lui déballe tout le truc. Hein. Vous êtes arrêté, mandat, etc. Et je me suis dit, toute cette violence pour un homme qui a arrêté de payer sa pension alimentaire. Aujourd'hui, vous pouvez écoper de la même peine pour avoir dealé du shit, avoir fait un braquage avec armes ou avoir arrêté de payer votre pension alimentaire. Cette séquence m'a pratiquement dégoûté parce que on voit les flics pleins d'arrogance, pleins de... Presque... Il y avait beaucoup de mépris dans cette intervention. Des bras musclés, des gros bras à quatre en train de débarquer chez lui. Lui qui dit poliment mais rentrez, restez pas derrière la porte, hein, au quatrième flic. Et le quatrième flic qui dit, donc je sais pas s'il était sérieux ou s'il plaisantait, il dit non, non, ça va, je reste ici, il y en a encore 12 derrière. Donc 4 plus 12, vous êtes venu le chercher à 16. Vous êtes venu chercher un mec qui a arrêté de payer sa pension alimentaire à 16 flics.
Et je me suis dit que les flics étaient très courageux quand il s'agissait d'aller chercher un pauvre mec qui a arrêté de payer sa pension alimentaire. Par contre, quand il s'agit d'aller chercher de la racaille dans les zones de non-droit, là, il y a moins de monde. Là, la voiture de la brigade de police patrouille à 3 km autour des cités sans ne jamais y rentrer. Là, pour aller chercher de la racaille, il n'y a pas beaucoup de monde, hein. Il n'y a pas de flic qui compte un, 2, 3 pour aller chercher le dealer de shit dans sa piole. Dans ces zones de non-droit, les flics se prennent des claques dans la gueule, se font caillasser, se font foutre dehors à coups de pied dans le cul. Mais par contre, quand il s'agit d'aller chercher Édouard, qui est chez ses parents parce qu'il n'arrive plus à payer de loyer, parce qu'il fuit les juges et les avocats qui le persécutent depuis des années, là, il y a du monde. Là, il y a toute la patrouille qui rapplique. Et je me suis dit, quelle perte de ressources. Et je suis heureux de ne plus payer mes impôts en France à cause de ça. Je suis heureux de ne plus vivre en France quand je vois ça. Mettre en tôle quelqu'un, un homme, pendant 1 an parce qu'il a arrêté de payer sa pension alimentaire et aller le chercher dans des conditions aussi méprisantes. Le flic aurait pu dire: ne nous en voulez pas, c'est mon métier. Être un peu plus pédagogue, de dire: je vous comprends parfaitement, je comprends votre situation, mais je ne fais qu'appliquer les ordres. Quand un flic vous dit ça, déjà vous vous sentez plus humain. Vous comprenez qu'il vient vous chercher car une autorité supérieure l'a demandé. Mais là, on a l'impression que les flics étaient presque heureux de le faire. Ils étaient là en train de faire les malins derrière la porte, prendre le mec qui est ni agressif ni rien, il était en pauvre t-shirt chez lui, un peu sonné de voir toute la brigade débarquer. Et la prison, c'est excessif pour quelqu'un qui refuse de payer sa pension alimentaire. La prison, c'est quoi? La prison, c'est un acte, c'est un pacte social qu'on a convenu entre nous de dire, quand un individu devient dangereux pour la société, il faut l'isoler. Donc il y a plusieurs milliers d'années, ou plusieurs centaines d'années, l'isolement, c'était le chasser de la communauté, le chasser du village, le chasser de la ville, et ça devenait un errant. Ou c'était de le punir, torture, humiliation sur la place publique, ou de le tuer quand ça devenait vraiment extrême, ou quand le crime devenait extrême. Mais c'était quoi l'idée derrière tout cela? L'idée, c'était que quand un individu devenait dangereux pour la société, qu'il pouvait la perturber, qu'il pouvait faire du mal aux autres, eh bien, il fallait l'isoler. Donc, dans nos sociétés civilisées, on a convenu qu'on ne pouvait plus utiliser d'humiliation, on ne pouvait plus chasser les gens de la cité. Donc, la prison a été l'une des solutions qu'on a trouvées pour punir ces gens-là. Donc, il fallait les isoler pour ne plus qu'ils soient en contact avec la population et pour ne plus qu'ils puissent faire du mal. Mais quelqu'un qui a refusé de payer sa pension alimentaire, voyez-vous ça comme un danger pour la société? Regardez encore les images d'Édouard à partir de la minute 39-46. Vous pensez vraiment que cet homme est dangereux pour la société? Et on va le mettre en prison au même titre qu'un dealer de shit, qu'un voleur? Et vous pensez qu'il en sera quoi d'Édouard après sa peine de prison? Parce que déjà avant, il avait du mal à payer sa pension alimentaire. Une fois qu'il aura fait 1 an de prison, vous pensez qu'il va, avec un casier judiciaire, il va retrouver du boulot plus facilement? Vous pensez qu'il pourra payer sa pension alimentaire après 1 an de prison? Donc au lieu de l'aider, comme on aide les femmes dans nos sociétés, au lieu de le soutenir, de l'aider à payer sa pension alimentaire, de comprendre ce qui ne va pas, de faire en sorte qu'un jour il puisse peut-être la payer, ou de trouver un compromis si vraiment il ne peut pas la payer, vous allez le mettre en prison, le détruire, et en sortant de prison, il retrouvera peut-être jamais de travail, et vous pensez que c'est comme ça qu'il commencera à payer sa pension alimentaire? S'il ne la payait pas sans casier judiciaire et avec un boulot, alors avec un casier judiciaire et au chômage, je ne pense pas qu'il puisse mieux payer sa pension. Donc l'État a décidé de se mêler des rapports hommes-femmes, l'État a décidé de traquer les hommes
en donnant carte blanche aux femmes. Donc, allez-y, mesdemoiselles, divorcez, amusez-vous, allez en Martinique rejoindre vos brins ténébreux, abandonnez vos familles, abandonnez vos maris, abandonnez vos enfants, c'est pas grave. L'État s'occupe de vous. On ira traquer le moindre centime de pension alimentaire pour que vous ne manquiez de rien. Et je trouve ça absolument dangereux. Et c'est pour cette raison que j'encourage et je dis aux hommes autour de moi d'abandonner les femmes, de ne plus fréquenter les femmes, de ne plus se marier, parce que c'est devenu un danger. La femme, avec l'appui de l'État, avec toute la logistique et l'armée de flics de l'État français et des États occidentaux d'une façon générale, est devenue dangereuse pour l'homme. On ne se bat plus à armes égales, le jeu est truqué. Les divorces ne se gèrent plus par des avocats ou par la famille ou la tribu, il y a plusieurs centaines d'années, à armes égales avec des compromis qu'on trouve en faisant payer l'homme ce qu'il peut payer sans détruire sa vie. Aujourd'hui, c'est l'armée étatique, l'armée de juristes, d'avocats au service du grand capital qui font la chasse et la traque aux hommes pour les dépouiller du moindre centime. Pour que les femmes puissent s'émanciper, puissent continuer à consommer. Et c'est ce qui se cache derrière le grand capital. De toute façon, je vous l'ai dit, n'allez pas chercher plus loin, c'est de trouver les moyens de vous faire dépenser. Donc les femmes étant identifiées comme l'entité qui dépense le plus, une gonzesse dépense, les hommes ne dépensent pas, c'est ça le problème. C'est pour ça que les étages les plus accessibles dans les centres commerciaux, c'est toujours les étages des femmes. Vous rentrez chez H&M, l'étage principal, celui du rez-de-chaussée, c'est le rayon femmes. Et ensuite, vous avez, ou au premier étage, ou au sous-sol, les hommes et les enfants. Mais la consommatrice, c'est la femme. Un homme n'achète pas de sac. Un homme, il va acheter quoi? 3 pantalons dans l'année, une paire de chaussures et 4 chemises, et puis c'est réglé. Une femme va consommer en maquillage, en chaussures, en sac. C'est des consommatrices incroyables. Elles sont responsables de la pollution dans le monde. Si les femmes consommaient comme les hommes, il y aurait une crise économique mondiale, parce que les hommes ne consomment pas. Ils ne consomment pas assez. Les hommes consomment utile. Les femmes consomment futile. Il n'y a qu'ouvrir l'armoire d'une femme pour voir le nombre d'objets ou de vêtements qu'elle ne met pas. Donc, c'est pour ça que les États défendent les femmes plus que les hommes. Les États qui sont sous la main du grand capital, ils travaillent tous pour le grand capital, doivent absolument faire en sorte que les femmes gardent leur pouvoir d'achat. Et c'est pour ça que l'on a Isabelle minute 6, qui, en plus de ne payer grâce à l'État que 48 € de loyer, qui ne rêverait pas de payer 48 € de loyer, d'avoir 1150 € de revenus disponibles après avoir payé son loyer, donc elle gagne 1200 €, qui gagne la même chose que son mari gagne 1200 € aussi, elle lui réclame 200 € de pension alimentaire. Pour s'acheter des sacs. Dans ce cas-là, c'est presque au mari de demander du fric, parce que elle a plus d'argent que lui. Il ne faut pas raisonner en salaire brut, il ne faut pas raisonner en salaire pur, il faut raisonner en prestations sociales. Le nombre de prestations sociales qu'a fait RSA, tout le bordel, c'est incroyable, c'est même indécent. Moi, je paierais encore mes impôts en France, je serais indigné, et c'est pour ça que j'y remettrai peut-être plus jamais les pieds. C'est insupportable. Je n'ai pas de problème à payer les impôts, mais des impôts utiles. Si je sais que mes impôts contribuent à réparer les voies publiques, à entretenir la ville, à entretenir les plus vieux, à payer des retraites, à payer l'hôpital, à payer des soins, à payer des choses utiles à la communauté. J'ai pas de problème à payer d'impôts pour ça. Il faut bien qu'on contribue au bien commun.
Mais payer des impôts pour que les femmes puissent divorcer plus facilement, qu'elles aient 400, 500, 600 euros, parfois 1000 en fonction du nombre d'enfants, de prestations sociales, pour se payer des sacs et des chaussures. Et il y a un homme qui avait dit quelque chose de très révélateur, toujours dans cette vidéo, ou dans ce documentaire. Il avait dit: je ne veux pas payer cette pension alimentaire parce que les enfants n'en verront jamais la couleur. C'est minute 33, 20. Minute 33 et 20 secondes. Il dit au téléphone: les enfants n'en verront jamais la couleur. Parce qu'il sait très bien, on voit tous autour de nous des femmes qui reçoivent la pension alimentaire. À la base, la pension alimentaire, ça ne doit être que pour les enfants, que pour le bien des enfants. Et on voit des femmes conduire des Mini Cooper, des Fiat 500, porter des fringues qui coûtent une fortune et recevoir une pension alimentaire. On se dit à un moment, il y a un problème. Il y a un problème. Si elles arrivent à avoir autant de ressources, autant d'argent, et de l'autre côté, vous avez un homme qui peine à payer son loyer, son quotidien, et en plus se fait dépouiller d'une pension alimentaire, il y a quelque chose qui ne va pas. Et tout ça, bien sûr, avec la complaisance de l'État et du grand capital. Donc la conclusion, le monde est ce qu'il est, et je n'ai pas vocation à le changer. Et encore une fois, le MGTOW n'est pas un mouvement, c'est une philosophie de paix. Nous n'avons pas envie de manifester devant les tribunaux, nous n'avons pas envie de faire signer des pétitions, nous n'avons pas envie de changer tout ça. Nous avons juste envie de prendre notre propre chemin. Donc, messieurs, éduquez-vous, cultivez-vous, comprenez ce qui est en train de se jouer et apprenez que aujourd'hui, se marier et avoir des enfants est devenu dangereux. Dans le monde occidental du moins, il est devenu dangereux. Donc prenez votre propre chemin, évitez de vous marier, ne signez jamais un bout de papier avec une femme, jamais, au grand jamais. C'est la règle d'or du MGTOW. Ne vous mariez pas, messieurs. Sauvez-vous. Sauvez-vous, le monde est injuste, il est truqué. Le monde est truqué par l'État aux bottes du grand capital. Voilà pour aujourd'hui. Et que dire d'autre? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.